La peur est aujourd'hui partout. Peur climatique, peur sécuritaire, peur sanitaire. Les lendemains qui chantent semblent avoir laissé place au scénario catastrophe. La révolution a cédé le pas à l'apocalypse. Et pourtant, nous sommes dans des sociétés occidentales où nous n'avons jamais été aussi riches, où nous n'avons jamais vécu aussi longtemps. Mais nous semblons avoir abandonné toute espérance et être tétanisés par l'avenir. Eh bien, c'est justement ce paradoxe de ces sociétés de plus en plus hostiles au risque, qui cherchent, qui tendent vers l'utopie du risque zéro, que je voudrais interroger ce soir dans le Club Le Figaroïdé avec mes deux invités, deux philosophes qui ont réfléchi à cette question du risque, Pascal Bruckner et Catherine von Hoffelen. Bienvenue dans ce Club Figaroïdé spécialement dédié à la question du risque. Bonsoir à tous les deux. Je vous ai présenté comme deux philosophes, en tout cas vous êtes deux penseurs qui essaient de réfléchir aux enjeux contemporains. Et Catherine von Hoffelen, vous publiez votre premier livre, Risquer la prudence, c'est chez Gallimard, une pratique de la sagesse antique. Alors on reviendra sur le contenu de cette sagesse antique et notamment la vertu de phronésis que vous voulez remettre au goût du jour. Mais c'est vraiment un essai passionnant. Vous essayez de décortiquer en fait cette espèce d'anéantissement du risque dans nos sociétés, cette précaution, cette culture de la précaution qui a remplacé justement la vertu de prudence, qui selon vous est une belle vertu. Et d'ailleurs, vous osez ce paradoxe, risquer la prudence. C'est-à-dire que la prudence, pour vous, ce n'est pas l'absence de risque. Bien sûr, vous allez nous expliquer de quoi il retourne. Pascal Bruckner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu dans ce Club Le Figaroïdé. Vous êtes l'auteur notamment de nombreux livres, mais de deux livres en particulier qui sont en rapport avec notre sujet, le fanatisme de l'apocalypse, où vous critiquez notamment la tendance de l'écologie contemporaine radicale à justement prédire la catastrophe et à tuer toute possibilité de liberté au nom de cette catastrophe annoncée. Et le sacre des pantoufles, plus récemment, le renoncement au monde, où vous décrivez la tentation de l'oblomovisme. Alors, ça vient du personnage Oblomov de Gontcharov, un auteur russe, un personnage qui veut rester dans son canapé toute la journée allongé. Vous dites que notre société est un peu à l'image de ce personnage, qu'elle ne veut plus se lever et agir, qu'elle préfère rester passive. Alors, je voudrais qu'on commence cette émission avec la question du principe de précaution, qui est un principe aujourd'hui dans notre Constitution, qui a été sacralisé par Jacques Chirac en 2005. Vous, Catherine von Hoffelen, vous réfléchissez beaucoup à l'émergence de ce principe de précaution dans ce livre. Comment a triomphé ce principe dans notre droit et dans notre civilisation, et d'où il vient philosophiquement ? Eh bien, en fait, il nous vient du fait que nous vivons dans la société du risque. C'est un penseur qui s'appelle Ulrich Beck qui l'a formulé. Et il est vrai que les innovations se développent à un point tel qu'il est difficile de les suivre et que le risque est aujourd'hui fabriqué par l'homme. Il génère des risques environnementaux, sanitaires, économiques énormes. Et en fait, comme solution à ce problème, parce que Ulrich Beck dit que nous sommes tous dans l'avion du nucléaire et que la piste d'atterrissage n'est pas construite, eh bien, il y a un autre penseur qui a formulé le principe de précaution, qui est Hans Jonas, dans les années 70. Et c'est un concept qui a une portée considérable dans la société et qui aujourd'hui régente à peu près nos vies. C'est-à-dire que nous vivons dans la société du risque zéro. 0 mort sur la route, 0 mort sur le champ de bataille, 0 mort du Covid, 0 risque dans la vie. Mais simplement, ce risque zéro est une asymptote qui ne sera jamais atteinte. Et en politique... Asymptote pour nos spectateurs. C'est-à-dire que c'est une utopie. Oui. Et tendre vers, mais on n'atteindra jamais. Voilà. Et en fait, en politique, on le sait, la perfection, elle est fanatique. Et donc, on voit un déchaînement qui ressemble plutôt à l'oubris, c'est-à-dire un excès, pour justement essayer de parvenir à ce risque zéro. Et juste pour revenir sur Hans Jonas et le principe responsabilité, dans quel contexte il invente cette notion de principe responsabilité ? Est-ce que vous pouvez le rappeler ? Oui, en fait, il a appelé ce concept de principe responsabilité pour s'opposer à Ernst Bloch qui avait, lui, publié le principe espérance qui réhabilitait l'utopie. Simplement, le XXe siècle
et ces désastres, ces vicissitudes est passé par là. On ne fait plus confiance à l'homme et donc il faut se prémunir des risques qui sont générés, fabriqués par l'homme. Et le slogan de ce principe de responsabilité, c'est « in dubio pro malo », ce qui veut dire… C'est ça, « in dubio pro malo », dans le doute, envisage le pire. Et en fait, c'est simplement que même si les risques ne sont pas avérés, eh bien, il faudrait envisager le pire scénario dans toutes circonstances. Et en fait, ce que nous dit le philosophe, c'est très simple, c'est que si on a un pistolet, il n'y a qu'une seule balle logée dans un barillet de 1000 chambres, eh bien, même si le bénéfice est immense et le risque dérisoire, eh bien, il faudrait s'abstenir. Pascal Bruckner, comment vous situez, vous, ce triomphe du principe de précaution dans l'histoire de la philosophie? Est-ce que c'est le résultat, tout simplement, des catastrophes du XXe siècle qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu tétanisé par l'avenir et qu'on fait triompher cette précaution? Oui, c'est ce que vous avez dit en introduction, c'est la victoire de la peur sur l'audace. Et Hans Jonas explique que les objets techniques que nous fabriquons aujourd'hui ont des conséquences tellement imprévisibles qu'il vaut mieux s'en prémunir à l'avance et qu'il vaut mieux, ce serait même parfait, ne pas les construire. Et donc, effectivement, si ce principe de précaution avait été en usage dans les années 50, la France n'aurait ni TGV, ni bombe atomique, n'aurait pas construit d'autoroute, et nous serions restés dans l'état de pauvreté de 1945 après la guerre. Parce qu'en réalité, c'est ça le principe de précaution, c'est l'idée que l'homme est un enfant qui a inventé des jouets trop grands pour lui, que ces jouets le dépassent et vont le détruire. Et dans la vie quotidienne, le principe de précaution, on le voit tous les jours dans les avis des assurances. Vous savez, moi, je suis chez AXA. Alors, par exemple, il va y avoir un orage est annoncé sur Paris. Cher assuré, un orage va éclater dans le 3e arrondissement. Restez chez vous, fermez vos fenêtres. Alors, on voit bien que le principe de précaution a comme conséquence d'infantiliser les citoyens. Autre exemple qui m'a beaucoup frappé parce que c'est vraiment très français, dès qu'il y a une chute de neige à Paris, ce qui est très rare, ou une tempête de vent, tous les parcs sont fermés. Alors, au moment où les enfants adoreraient aller jouer dans les jardins, on leur dit non, c'est dangereux parce que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et l'inscription du principe de précaution dans la Constitution, à mon avis, n'a pas été un grand progrès parce qu'on voit bien aujourd'hui que toutes les innovations, alors on peut discuter du caractère légitime ou non de certaines innovations, mais toutes les innovations sont frappées de suspicion. Et quand on voit, par exemple, tout le foin qu'on fait autour de l'autoroute A69, déjà à moitié construite, mais arrêtée, avec des jeunes gens qui montent dans les arbres et qui hurlent à la violation de la nature et de la biodiversité, on se dit que ce principe-là, évidemment, freiner beaucoup d'initiatives et que la France de 2025 n'est pas celle d'après la guerre, qui était une France dynamique, prospère. Il y a eu beaucoup d'erreurs, hein. On discutera plus tard de la notion de progrès, mais si on n'avait pas l'atome civil aujourd'hui, on serait où? C'est ça la question qu'il faut poser. Si on avait suivi Ulrich Beck, qui était le grand penseur qui a influencé Angela Merkel, qui après Fukushima fait fermer toutes les centrales nucléaires, il a livré son pays au gaz et au pétrole russe, où on en serait en France. Donc c'est un principe, à mon sens, très contestable. Catherine Van Effelen, vous vouliez réagir? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi une mathématique du risque s'installer, c'est-à-dire que le risque est niché partout. On le catégorise en chiffres, en couleurs, en Nutri-Score, on met des alertes un peu partout. Et ça nous rappelle, ça nous fait entrer dans une conscience suraiguë de la nature dangereuse de toute chose. Il y a aussi ça. Et en fait, le progrès, vous l'avez dit, mais quelque part, c'est une médaille avec son revers. Et c'est Virilio qui l'a expliqué ça très bien, le professeur Virilio. Il a expliqué que dans finalement l'électricité, cette invention, eh bien, il y a contenu l'électrocution. On invente le navire, ça donne le naufrage. On invente le train, ça donne le déraillement, et ainsi de suite. Est-ce que derrière, il n'y a pas quand même derrière ce principe de précaution et ce refus du risque, il n'y a pas un rapport à la mort qui a tout simplement changé dans la société? C'est-à-dire que nous avons un rapport à la mort où la mort on disait autrefois, philosopher, c'est apprendre à mourir. La mort est devenue insupportable. Et donc, tout ce qui peut conjurer cette possibilité de mort, elle doit être repoussée absolument comme une hypothèse balayée, et on fera tout pour l'éviter.
La mort est un scandale aujourd'hui, mais comme toutes les finitudes qui nous bornent, nous, humains. Hein, et justement, la prudence grecque que je prône, cette phronésis, c'est le rappel de nos finitudes. Alors on voudrait, c'est vrai, l'amour sans le chagrin, on voudrait la vie sans la vieillesse et sans la maladie, etc. Mais en fait, on refuse tout ce qui fait de nous des humains. Et cette finitude en fait partie. Juste il y a un moment où a triomphé ce principe de précaution, c'était quand même pendant le Covid. Il y a 5 ans, on a confiné le pays, et plusieurs d'ailleurs pays occidentaux qui ont suivi d'ailleurs la Chine de ce point de vue-là, de façon très autoritaire. Est-ce que pour vous, Pascal Brunner, ce moment du Covid a été le moment d'acmé, de triomphe de ce principe de précaution absolue et de ce sacre des pantoufles dont vous avez parlé dans un essai qui est sorti juste après d'ailleurs? Oui, alors la question se pose de savoir si le confinement était ou non nécessaire. Il se trouve que j'étais ce week-end à un congrès de médecins. Il y avait parmi eux un des membres du conseil scientifique de Macron qui a décidé du confinement. Ah oui. Et on a une discussion passionnante là-dessus pendant toute une soirée. Et finalement, c'est les résultats qui ont justifié ou non le confinement. Et lui, aujourd'hui, avec le recul, il dit oui, on a eu raison. Finalement, c'était une bonne mesure, mais c'est vrai que c'était une situation exceptionnelle. Mais le problème du catastrophisme, puisque nos sociétés vivent sous la tutelle de 2 grandes idéologies, le catastrophisme et le déclinisme, le problème du catastrophisme, c'est qu'il pourrit tous les moments de la vie, puisqu'on vous dit, dès le matin quand tu te lèves, tu risques une série de cataclysmes qui vont tomber sur ta tête, et par conséquent, tu dois en quelque sorte évoluer entre des abîmes. Or, le Covid, c'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Il se reproduira peut-être pas de notre vivant, et donc ça nécessitait vraiment des mesures drastiques. Mais ce qui est très étonnant dans le Covid, et j'en suis le premier exemple, c'est à quel point les gens ont globalement accepté le confinement avec une certaine sérénité. Bon, il y a eu des tas de déchirements, il y a eu des tas de familles où on n'a pas pu enterrer les proches, mais parce qu'au fond, on vivait dans la prophétie de Tocqueville, vous savez, si un pouvoir despotique assez doux pouvait nous assurer voilà, l'alimentation, le sommeil, et nous ôtait la peine de penser, nous adorerions ça, ben c'était ça. Nous étions chez nous, payés quand on était salariés, tous les soirs, il y avait le professeur sinistre, là, de Dr Salomon, qui nous annonçait les morts, et on disait, putain, j'ai échappé belle. Et donc, c'était vraiment l'illustration de la vie comme une course au-dessus du gouffre. Mais il y a eu quand même plusieurs millions de morts. C'était véritablement quelque chose de grave. Et puis, il y a quand même, pour la note d'espoir, parce que moi, je suis un partisan de l'espérance, on a quand même inventé les vaccins très vite, au bout d'1 an. Ça a été quand même extraordinaire. Ça prouve que le génie humain peut venir à bout des pires choses. Mais effectivement, le confinement a confirmé une tendance de nos sociétés à vouloir se calfeutrer. Oui. Et ce calfeutrement, il faut bien dire que lorsque l'on a Internet, l'écran à la maison, les séries, eh bien, ce confinement n'est pas si difficile. Évidemment, ça n'est pas une vie très agréable pour la jeunesse. Et les vraies victimes du confinement, ça a été les jeunes. Ceux qui, à 18 ans, ont été privés de la compagnie de leurs camarades. Oui, après, parce qu'il y a eu le confinement, et puis il y a eu aussi toutes les folies bureaucratiques du genre demander à une équipe de rugby une distance de sécurité pour chanter la Marseillaise, pour ensuite se mettre dans la mêlée ensemble, enfin des choses comme ça. Oui, on est la patrie de Courteline. Ah oui. La France est le pays de la bureaucratie depuis 1000 ans. Oui. Donc, on ne fait que continuer. Oui. Nous sommes profondément fidèles à notre identité de bureaucrate, entre autres. Catherine Van Effelen, dans votre livre, vous évoquez ce slogan « Restez chez vous », qui était le slogan qu'on entendait partout pendant le Covid, « Restez chez vous », comme un peu un mantra qui illustre cette société averse au risque et pantouflarde d'aujourd'hui. Oui, vous savez, ce psychanalyste, Michael Balint, avait fait cette distinction entre les philobates et les ocnophiles. Les premiers s'aventuraient vers l'horizon, ils cinglaient vers le large, avides de découvrir les splendeurs du monde, et les seconds se recroquevillaient. Ces 2 tendances, en fait, de personnalité, et les seconds se recroquevillaient dans leur cocon, avaient peur de la nouveauté, de la prise de risque. Et on voit le deuxième prendre tout à fait le dessus. Mais je dois dire qu'on demande beaucoup à l'État, en fait, aujourd'hui, qu'il nous divertisse, qu'il nous éduque, qu'il nous soigne, qu'il nous materne.
Donc il ne faut pas s'étonner qu'il nous paterne aussi parfois. Et cette injonction « restez chez vous », eh bien, elle visait à de nouveau prendre le plus petit risque possible, en fait, d'exposer la population. Alors, c'est difficile de dire ce qu'il fallait faire. Je crois qu'il n'y a pas de réponse binaire. Mais je crois aussi que dans une société gouvernée par le risque zéro, eh bien, la charge de la décision, elle est accablante. Elle est trop lourde pour les frêles épaules du décideur aujourd'hui. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le décideur, en l'occurrence le président, eh bien, a quelque part presque délégué cette décision à des comités d'experts. Et en fait, on prenait la décision en fonction du nombre de morts. Et c'est ce nombre de morts qui dictait les confinements. Donc en fait, on s'est soumis au diktat du chiffre, quelque part. C'est le chiffre qui nous a enjoint à une forme de gouvernement, à un confinement, à des mesures prises. Donc on a vu que la forme du destin de la nation était soumise aux chiffres désormais. Oui, c'est intéressant parce qu'on a un peu ça aussi dans l'écologie, Pascal Bruckner, c'est-à-dire, par exemple, Greta Thunberg, on se souvient que quand elle s'intéressait à l'écologie et pas à la Palestine, elle avait fait un discours en 2019 à Davos en disant « Je veux que vous paniquiez, je veux que vous ayez peur, je ne veux pas que vous ayez de l'espoir. » Elle disait « Je ne veux pas que vous soyez plein d'espoir. Je veux que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. » Et c'était un mélange d'un discours extrêmement émotionnel, c'est-à-dire axé sur la peur, et en même temps, elle disait « Écoutez les scientifiques disent que nous confisquer aux politiques son pouvoir au détriment de la science, et en même temps avoir un discours plein d'émotions. » C'est un peu le paradoxe de cette société de la peur. Oui, moi, ce qui m'a froissé ou déplu avec Greta Thunberg, je crois avoir été le premier dans le Figaro à l'attaquer, c'est qu'elle faisait passer sa psychanalyse personnelle sur le compte de la planète. Et surtout que beaucoup d'adultes l'ont écoutée comme si elle était la Jeanne d'Arc de Gaïa. Mais vous savez, elle n'est pas la seule à avoir dit n'importe quoi. Les 3 jours après le début du Covid, Nicolas Hulot, qu'on n'entend plus beaucoup ces jours-ci, expliquait que c'était le dernier avertissement de la Terre. Avant quoi? Avant la chute finale. Bon, c'était il y a 5 ans, personne ne peut dire qu'il est la voie de la Terre. Donc nous ne savons pas exactement ce que peut faire la planète, même s'il faut écouter évidemment les savants. Mais cette utilisation de la peur, et c'est vrai, tout à l'heure, Catherine l'a bien dit, ça vient de Hans Jonas qui a renouvelé le thème de la peur. Il pense que la peur nous rend plus clairvoyants. Mais je pense qu'il faudrait distinguer 2 usages de la peur. C'est vrai que quand vous marchez la nuit, surtout si vous êtes une femme dans une rue sombre et que vous entendez un pas qui court derrière vous, vous avez parfaitement raison d'avoir peur. Et là, c'est l'usage premier de la prudence. En revanche, dirigé par la peur, c'est la tactique de toutes les sociétés totalitaires, c'est infantiliser les citoyens. Donc il y a une peur qui mobilise et il y a une peur qui tétanise. Mais si on éduque nos enfants dès le plus jeune âge dans la peur, on les éduque dans l'immaturité permanente. Et moi, je vois une grande différence entre mes années d'école et celles d'aujourd'hui. C'est que nous, on était éduqués dans l'idée de vaincre ces peurs. Il fallait vaincre la peur du noir. On nous lisait des contes pour enfants, dont certains sont aujourd'hui interdits parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Notamment Le Petit Chaperon Rouge, qui a été réécrit plusieurs fois dans les universités américaines. Les 3 petits cochons. Et on voit bien... les psychanalystes en ont donné une bonne interprétation, comment les contes pour enfants ont comme fonction de diriger le petit de la panique à la maîtrise de son destin. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la société fait l'inverse, c'est-à-dire élève les enfants dans la crainte permanente, et ça n'empêche pas des risques, et des risques parfois effroyables, un déchaînement de la violence, comme le montre l'actualité. Et donc, si on apprenait le risque dès l'école, on aurait peut-être des enfants un peu moins paniqués à l'idée de grandir. J'ajouterais d'ailleurs parfois on les surprotège dans le monde réel et on les sous-protège dans le monde virtuel. C'est-à-dire qu'on fait maintenant des aires de jeu où ça a été montré d'ailleurs dans les années 60, par rapport aux années 80-90, les aires de jeu aujourd'hui sont complètement inoffensives. Les échelles font ça de haut, mais en même temps, on les laisse se balader sur Internet où ils peuvent rencontrer n'importe quoi, n'importe qui. Et on ne voit plus d'enfants dans la rue seuls,
Alors c'est aussi parce qu'il y a, on va peut-être en reparler, mais il y a une montée de la violence dans la société, mais effectivement on a de plus en plus peur pour nos enfants. Et je voulais vous demander d'ailleurs, Pascal Bruckner, s'il n'y avait pas aussi une dimension, cette société qui est pantouflarde, confortable, si hostile au risque, est-ce que ce n'est pas aussi l'effet d'une société vieillissante? C'est-à-dire l'effet, effectivement, nos sociétés européennes sont de plus en plus âgées. Et une société, effectivement, la moyenne d'âge est, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge en France, je pense que c'est 40, 50 ans, n'a pas leur même rapport au risque qu'une société où le moyen d'âge est de 15, 20 ans. Oui, ça c'est vrai, mais toutes les sociétés vieillissent. Hein, à part, je crois, les sociétés du Sahel, toutes les sociétés vieillissent, la Chine vieillit. Les Chinois seront vus avant d'être riches, la Russie est en déclin démographique, et même l'Inde connaît un frein très, très important à la fécondité. Mais le problème, c'est que même nos enfants sont déjà des petits vieux. C'est ça, en gros, si on suivait l'éducation, on les élève, on les éduque dans la terreur du monde extérieur. Et vous parliez donc des aires de jeux surprotégées, effectivement. Et ça fait longtemps, hein, c'était depuis le début du siècle, quand j'emmenais ma fille dans les jardins, il fallait qu'il y ait ça de mousse pour pas qu'elle tombe, et sinon c'était interdit. Mais aux États-Unis, dans les campus, ça a commencé avec la première élection de Donald Trump, s'est développée la pratique des safe spaces, les espaces sûrs. Et ce qu'on pourrait appeler le bullisme. Et le jour de l'élection de Trump, dans les universités dites libérales, c'est-à-dire non républicaines, les femmes se sont réfugiées avec les femmes, les hétéros avec les hétéros, les lesbiennes avec les lesbiennes, les handicapés, les membres des minorités, chacun protégé du monde parce que le monde est un espace dangereux. Alors c'est vrai qu'il y a des risques dans le monde, mais enfin il est préférable quand même d'être capable d'affronter un certain nombre de situations difficiles plutôt que de jeter les petits et ensuite les jeunes adultes dans un univers où ils ne sauront pas se défendre. Et donc, tout ce principe de précaution, cette confusion de la prudence avec le recroquevillement est, à mon avis, un contresens terrible. Et contraste d'ailleurs avec la violence des gangs de jeunes que l'on voit dans l'actualité, qui eux ne sont pas du tout soumis à ce genre d'impératif. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs il y a une désaffection vis-à-vis de la pensée écologique. On le dit sur toutes les chaînes, les partis écologistes sont en retrait parce qu'ils ont tellement agité la menace de la catastrophe. Ils nous ont tellement dit que dans un an, dans un mois, les océans allaient se soulever, que la Terre allait disparaître. Toutes les fictions populaires depuis 25 ans sont des fictions de la catastrophe. Hein, toutes les séries, tous les grands films portent là-dessus. Il y a une lassitude de la catastrophe, en fait. Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une autre catastrophe que nos vers n'avaient pas vue, c'est la guerre, c'est le terrorisme. Ça, ils ne l'ont pas prévu. Et de toute façon, ils ont tendance à considérer que c'est un peu des dangers annexes. Des faits divers, comme dirait... Comment ? Des faits divers, comme dirait notre président. Oui, des faits divers. Et donc, ce matraquage qui avait été, souvenez-vous, mais on a oublié Yves Cochet, qui a été ministre de l'écologie, qui a fondé l'Institut Momentum, qui s'est réfugié là en Bretagne, dans une ferme, en attendant la fin du monde. Il élève des chevaux parce qu'il est persuadé que la voiture est morte et que bientôt les autoroutes seront remplacées par des carrioles à cheval, par des sentiers sur des carrioles à cheval. Tous les prophètes chevelus qui ont défrayé l'actualité ces 5 dernières années. Je me souviens les premiers jours du Covid, il y avait des professeurs de tristesse qui venaient sur les chaînes de la radio publique en disant c'est fini, c'est la fin. Vous savez, c'est le professeur Philippulus chez Tintin qui avec son gong, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Mais il y a d'autres dangers qu'on n'a pas vus. Bien sûr que le réchauffement climatique c'est grave, mais il y a d'autres dangers qu'on a minimisés et qui sont à nos portes. Et donc c'est pour ça que les gens ont peut-être prêté une oreille moins attentive, quel que soit par ailleurs le souci de l'environnement, à ces paroles cataclysmiques dont les prophètes se sont révélés quand même un peu creux au final. Catherine Van Huffelen, vous êtes d'accord avec ce constat d'une lassitude de la catastrophe ? Mais je pense que effectivement, il y a un discours qui est hanté par le mot de crise dans tous les domaines. Hein. On parle de crise, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, etc. Ce qui est intéressant avec l'environnement,
c'est qu'on a pensé que ça pouvait être un récit de mobilisation pour la jeunesse. Et il y a eu un petit, une vague à un moment donné qui s'est vite essoufflée, effectivement. Et parce que l'écologie s'est institutionnalisée quelque part. Aujourd'hui, c'est la cause presque des parents. C'est toutes les grandes institutions qui ont pris le relais. Et la jeunesse n'est plus la seule à porter ce projet. Et donc, je pense que c'est un peu l'origine aussi de la désaffection. Mais la jeunesse, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la génération des illusions perdues. C'est difficile pour un jeune aujourd'hui de trouver une cause qui mobilise. Et on a vu que toutes les idéologies de naguère, comme on disait, étaient porteuses de catastrophes. Et donc, retrouver un récit commun est compliqué. Et je pense que c'est le défi. Et ça passe par le verbe. Alors, l'heuristique de la peur proposée par Hans Jonas, je pense, ne suffit pas. C'est pas avec la peur qu'on mobilise une société, même si l'État a essayé de faire ça. Quand il dit « attentif ensemble », il essaye de refonder ce lien sociétal qui nous manque. Dans une France archipélisée, il y a ce attentif ensemble qui enjoint à chacun d'être attentif aux colis abandonnés, aux comportements suspects, etc., à faire attention, à être vigilant. Et c'est le sens de la banalité sécuritaire, mais qui, à mon sens, est un sens aussi de désenchantement. Oui, d'ailleurs, il y a un passage de votre livre qui m'a, je dirais pas dérangé, mais j'ai trouvé, contestable. Dans une note de votre livre, vous comparez justement les morts du terrorisme en disant qu'il y en a eu 271 entre 2012 et 2022, aux morts du cancer et des accidents de la route, en disant finalement tout ça est assez négligeable et on en fait, on gonfle un peu le risque sécuritaire au profit d'une illusion d'un risque zéro. Mais est-ce que la sécurité physique des citoyens, telle qu'elle est aujourd'hui ressentie dans nos sociétés occidentales, c'est vrai qu'on demande à l'État de nous protéger de plus en plus. C'est pas le besoin élémentaire qu'on demande à l'État. Justement, c'est pas la chose basique qu'on demande à l'État avant même de sauver les océans ou de nous apprendre à comment manger, comment faire des minutes de sport chaque jour. Est-ce qu'on ne demande pas à l'État la sécurité physique? Est-ce que c'est pas là le rôle principal de l'État? Oui, c'est comme l'économie, la fin du mois avant la fin du monde. Mais en fait, vous avez dit le mot « ressenti ». Et je pense qu'il y a une perception qui est différente et qui s'écarte un petit peu de la réalité parfois. Il y a une perception qui est très grossie de certains faits, notamment le terrorisme, où dont le risque d'être affligé est infinitésimal pour un citoyen lambda vivant en France aujourd'hui, comparé au risque d'être frappé de cancer, par exemple. Je crois qu'il tue 168 000 ou 170 000 personnes par an, qui est la première cause de mortalité en France. Mais simplement, ça a légitimé énormément d'instruments dans toute la ville. On dit, comme Valérie, que la forme d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel. Et c'est vrai que la ville s'est transformée ces dernières décennies. On voit des alarmes, des caméras de vidéosurveillance partout. Des portiques de sécurité. On voit des portiques. Et en fait, c'est des dispositifs très visibles. Mais simplement, le paradoxe, c'est qu'au lieu de nous apaiser, ils nous alertent, ils nous rappellent constamment les menaces qu'ils sont supposés écarter. Donc en fait, on vit dans cette conscience suraiguë de tous les risques par ces dispositifs. Alors, est-ce qu'ils sont légitimes? C'est vrai que la sécurité est une nécessité régalienne. Pour un État, aujourd'hui, assurer la sécurité de ses citoyens, c'est comme dirait Macron, la sécurité est la première des libertés. Mais je pense qu'on est dans peut-être un excès. Et quelque part, on en a fait l'horizon de l'action publique. Alors, on parle de sécurité pour tout. Sécurité routière, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité affective. C'est le syntagme le plus à la mode. Est-ce que ça nous suffit comme horizon? Mais je ne crois pas. Pascal Bruckner, sur la question du risque terroriste, qui justifie toutes les atteintes aux libertés, est-ce qu'on est allé trop loin? Alors, est-ce qu'il y a des atteintes aux libertés? Honnêtement... En tout cas, notre quotidien a changé. C'est-à-dire que quand on va à l'aéroport, on doit passer un certain nombre de mesures. On a des portiques de sécurité. Là, on propose, cette semaine, il y a eu effectivement le meurtre de cette surveillante et François Bayrou a proposé de mettre des portiques aux entrées des écoles pour détecter s'il y avait des couteaux dans les sacs des
collégiens ou des lycéens. On peut toujours aller plus loin, en fait, pour garantir une sécurité zéro. Est-ce qu'on n'est pas en train de renoncer à tout ce qui fait le charme de la vie occidentale, c'est-à-dire la liberté? Oui, mais ça, c'est pas la faute de l'État, c'est la faute des terroristes. Il ne faut quand même pas se tromper de cible. S'il n'y avait pas eu ces horribles fanatiques qui essayent de nous tuer depuis 25 ans, on n'en serait pas là. Alors, c'est irréversible, parce que maintenant, sur ce terreau-là, se sont greffés d'autres tueurs, d'autres imitateurs qui veulent à leur tour égorger ou assassiner. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que... Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes. Hein, quand on prend l'avion, quand on prend le train, maintenant, il faut tout réserver. Et le QR code, oui. Oui, et Internet a rajouté une couche de formalités administratives terribles là-dessus. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est que la vie a repris très normalement. Au fond, quand on va aujourd'hui au cinéma, ou au théâtre ou au concert, on a en nous une petite sonnerie. S'il y a tout d'un coup un cri ou si on entend un coup de feu, on sait qu'il faut partir. Parce qu'on a été éduqué dans l'idée qu'un attentat est possible. Mais ça n'empêche pas qu'on va quand même au théâtre, au cinéma, au concert, qu'on part en vacances. Après le Covid, les gens ont repris l'avion, hein, les aéroports sont bondés, les voyages, alors malgré les objurgations des docteurs des sinistres, de ceux que j'appellerais les sinistres, qui nous disent faut pas prendre l'avion, c'est pas bien, faut pas prendre la voiture, c'est pas bien, il faut arrêter de vivre, appauvrissez-vous, arrêtez de consommer, bon d'accord, mais enfin on n'a qu'une vie, donc on ne peut pas quand même tout sacrifier des plaisirs de l'existence. Eh bien... oui, la vie a triomphé de la peur. Quand même, les cafés sont pleins à nouveau et les terroristes n'ont pas réussi à nous intimider et à nous plier à leurs injonctions abominables. Et ce qui est vrai du monde occidental l'est vrai aussi d'un certain nombre d'autres pays qui, eux aussi, secouent un peu le joug du dogme. D'ailleurs, il y a une enquête qu'il faudrait faire, que j'avais proposée à mon éditeur, c'est les évolutions de l'islam dans les pays arabo-musulmans, parce que contrairement à l'image qu'on en a ici, d'une sorte de religion uniforme, ça n'est pas du tout ce qui se passe. Beaucoup de jeunes musulmans veulent secouer le cocotier, ne veulent pas faire le ramadan, se convertir à une autre religion, éventuellement embrasser l'athéisme, ce qu'ils peuvent faire chez nous, ce qu'ils ne peuvent pas faire partout. Donc, vous voyez, le monde bouge, il bouge partout. Et donc, finalement, les prophètes de la peur, je crois, n'ont pas réussi véritablement à nous tétaniser. Et évidemment, nous sommes prudents. Mais vous savez qu'on parlait d'accidents tout à l'heure, Catherine en parlait. Vous savez quels sont les accidents les plus meurtriers? C'est l'accident domestique. C'est-à-dire, c'est la chute dans l'escalier. Je crois que c'est 1 million par an de gens qui tombent dans leur escalier, se font extrêmement mal et parfois entraînent la mort. Donc, effectivement, on ne peut pas garantir un environnement entièrement émoussé où nous serions comme dans le fameux film de 2008, Wall-E. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. J'avais emmené mes enfants où c'est une humanité obèse et surnourrie qui vit... qu'on nourrit à la paille et qui vit sur une planète où évidemment il ne lui arrive plus rien que l'alimentation permanente. Mais je crois quand même que dans chacun d'entre nous, quel que soit son âge, il y a une volonté de liberté qui contrecarre les avertissements à la sécurité. Mais la sécurité est utile quand on fait de l'escalade, et Catherine en parle dans son livre. C'est vrai qu'on est prudent, mais on est prudent pour prendre le bon risque. Au fond, ce qu'on apprend dans les disciplines difficiles, ça ne pas prendre de risques stupides. Ne pas sortir en tongs, faire un sommet à 4000 mètres. Comme je l'ai souvent vu dans les Alpes, ça c'est absurde. Mais à partir du moment où on a pris toutes les garanties nécessaires, on vit une aventure à nul autre pareille. Et je crois que tous les citoyens, quel que soit leur âge, alors c'est vrai qu'avec le temps, on est un peu plus précautionneux, sont quand même prêts à envisager l'irruption de l'inopiné et de l'inconnu dans la vie, parce que c'est ça qui fait le prix d'une existence. Catherine von Affelen, est-ce que vous êtes d'accord avec cet optimisme, ou est-ce que vous pensez qu'on est en train quand même de renoncer progressivement à nos libertés de détail, aux libertés individuelles, au profit de la sécurité, de la cartographie de l'existence? Oui, mais c'est Tocqueville qui parle de ces libertés de détail merveilleuses qui font tout le charme et le sel
et le mystère et la beauté de l'existence, hein, qui se réduit, c'est vrai, comme peau de chagrin, mais au profit de grandes libertés métaphysiques. Alors par contre, on peut changer de sexe aujourd'hui, des choses comme ça. Et donc on a comme ça quelque chose qui disparaît quand même. Et moi j'apporterai un petit bémol quand même, c'est que les terroristes ont gagné dans le sens où ils ont modifié l'architecture de la ville tout de même. Hein. Et aujourd'hui, si on doit se contraindre et se soumettre à cette multiplication de murs, parfois dématérialisés et contrôle de bagages, c'est-à-dire que moi quand je vais au musée, eh bien, je dois présenter mon sac et me laisser scanner par un portique de sécurité, etc. Donc en ce sens-là, ils ont gagné. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand Zweig, dans le monde d'hier, parle du monde de la sécurité, eh bien c'est un monde où on peut circuler librement, sans passeport. Vous imaginez, on peut voyager sans passeport. Aujourd'hui, la sécurité désigne tout à fait autre chose et c'est un mot qui a changé, qui a connu un glissement sémantique peut-être équivalent à celui de la prudence. Hein, de phronésis, on est passé à prudentia et puis à la prudence. Mais la sécurité désignait en fait une tranquillité d'esprit, ce que les philosophes des écoles du stoïcisme, de l'épicurisme et du scepticisme appelaient l'ataraxie. Et l'ataraxie, c'est finalement la sérénité intérieure. C'est celui qui est sine cura, sans souci. Mais simplement, ce printemps, il était à l'intérieur de soi. Il n'était pas une exigence extérieure. Aujourd'hui, ce qu'on exige, c'est finalement une mer lisse et bleue en toutes circonstances, et le marin devrait ne pas être exposé au moindre risque. Or, la prudence à l'époque, c'était simplement peut-être un marin qui savait affronter toutes sortes d'écueils, de tempêtes, etc., et naviguer par tous les temps. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu. Moi, c'est vrai qu'on parlait de la jeunesse tout à l'heure, et la jeunesse a toujours été bouillante. Enfin, c'est toujours la jeunesse qui a initié les révolutions. On dit toujours jeunesse bouillante, vieillesse avisée. Mais aujourd'hui, elle me paraît désabusée, désenchantée et en manque de guide, en fait. Et c'est vrai que quand on n'a plus la tradition, on n'a plus la religion, on n'a plus l'autorité, eh bien, on a une tentation qui est de s'en remettre à l'algorithme. Et je pense que la fascination, elle est pour la machine aujourd'hui. Et c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous dit, allez à droite, allez à gauche, et on l'écoute, on la suit. Et c'est en quelque sorte une décision mécanisée idéale, parce qu'elle semble objective, elle semble s'écarter de l'arbitraire humain, qui fait tellement peur aux hommes, et j'en reviens au XXe siècle, qui nous a effarés et qui a donné le sens de l'absurdité, en fait. Mais cette décision mécanisée, eh bien, elle ressemble quelque part, enfin, elle me fait penser au maître de vérité dans la Grèce archaïque, qui prenait des décisions de manière un peu insondable. Et l'intelligence artificielle, c'est cela. C'est des décisions qui se prennent dans des arcanes insondables qui dépassent l'entendement humain et auxquelles on s'en remet de manière aveugle. Ce qu'elle retient sur le numérique, et en effet, c'est un des enjeux de cette société averse au risque. C'est-à-dire qu'on délègue de plus en plus à l'intelligence artificielle, au numérique, aux algorithmes, le soin de prendre des décisions parce qu'on ne veut pas prendre de risques et qu'on utilise, on va déléguer à la machine la responsabilité de faire des choix. Oui, mais ça, c'est un mythe qui est assez ancien. Hein, c'est un peu le mythe de Frankenstein, c'est l'idée que... Alors Frankenstein, c'est la création, la créature dangereuse qui a été fabriquée par un médecin fou. Mais c'est vrai qu'on attend du numérique beaucoup de réponses que nous ne voulons pas donner nous-mêmes. Mais je pense que les jeunes comprennent assez vite que s'en remettre au digital exclusivement est une erreur. Mais alors, dans beaucoup de pays, comme la Corée du Sud ou le Japon, vous avez ces créatures numériques qui sont les hikikomori, ces jeunes gens qui restent enfermés chez eux toute la journée et qui vivent dans l'écran, par l'écran et pour l'écran entièrement, et à qui on glisse des plateaux repas sous la table. Alors évidemment, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils affrontent les grands risques du monde, puisque précisément, ils veulent s'en prémunir. Donc c'est là où je reviens à mon exemple du confinement. Effectivement,
effectivement, Pascal disait tout le malheur des hommes est d'avoir voulu quitter leur chambre, parce que lui pensait que la vie mondaine était une erreur, mais ces jeunes gens l'ont pris au pied de la lettre, et donc ils peuvent effectivement proliférer. Et on peut avoir l'inverse de ce que disait tout à l'heure Catherine, c'est-à-dire une jeunesse frileuse et une vieillesse hasardeuse. Parce que moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir le nombre de gens à partir de 50 ans qui jettent leur gourme un peu et qui prennent l'avion, qui sont dans les low cost, qui voyagent dans le monde entier, qui se disent on va rattraper un peu tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant notre vie et on va explorer, on va aller au Cambodge, en Afrique, enfin dans les pays où on peut encore voyager sans courir le risque d'être kidnappé ou égorgé. On va aller en Amérique latine, parce qu'à un certain moment, quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, il y a une pulsion qui vous prend, et peut-être chez certaines personnes âgées, la pulsion de rattrapage, et on se dit, mais non, je ne peux pas, je n'ai qu'une vie, je n'ai qu'un destin, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai connu. Et je pense que la jeunesse, évidemment, connaîtra elle aussi la même chose. Donc, s'il y a une jeunesse sage, il peut aussi y avoir une vieillesse folle. Simplement, ce qu'il faut dire aux jeunes, ne vieillissez pas trop tôt. Commencez, comme disait Jean Kelevitch, vivez dès maintenant le mois de juin de la vie, parce que sinon, c'est trop triste d'attendre octobre ou novembre. Catherine Vaudefelen. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps, c'est tout à fait ce que dit Jean Kelevitch. Et c'est pour ça, il y a une manière sage de prendre les risques. Et c'est ce que je préconise dans ce livre, puisque je parle de phronésis, qui est ce mot que personne n'ose prononcer, parce qu'on dirait le nom d'une maladie. Mais non, en fait, c'est un très beau mot, très difficile à saisir, parce qu'il est si subtil, chatoyant, varié. Et dès qu'on veut le décrire, eh bien, il se dérobe. Il est comme l'arc-en-ciel qui recule toujours dès qu'on veut l'approcher. Mais c'est la voiturière des vertus, c'est la reine des vertus, elle en comprend plein. C'est comme une constellation avec beaucoup d'étoiles. On pourrait résumer quand même la phronésis en disant que c'est la sagacité ou le flair de savoir discerner le bon chemin à prendre dans le brouillard du réel. Et je parle de brouillard parce que Kundera disait « l'homme est celui qui s'avance dans le brouillard ». Et effectivement, nous ne savons jamais à l'avance si la décision que nous prenons est bonne ou mauvaise. Et nous poussons toujours la porte vers l'inconnu, quelque part, à chaque fois que nous sommes carrefour de notre existence, pour les petites et grandes décisions. Donc, dans la décision, il y a toujours le risque. Donc, il y a l'audace. Et j'ai appelé mon livre « Risquer la prudence », ce qui pour nous est un oxymore, puisque la prudence aujourd'hui, c'est dans le doute, abstiens-toi. En fait, pour le grec ancien, c'est un pléonasme, c'est une tautologie, parce que lui entend, malgré le doute, agit. C'est dans la prudence, qui en fait est celle des grands hommes, la phronésis, c'est ce qui caractérise, ce qui couronne les grands juges, les grands stratèges, les grands médecins, les grands hommes politiques, tous ces grands hommes. Qui sont ces grands hommes, par exemple, selon vous ? Eh bien, disons que Aristote donne un exemple, puisque c'est lui qui donne la définition institutionnelle canonique de la phronésis, et il donne un exemple, puisque on a coutume de dire personne ne sait définir la phronésis, mais tout le monde sait reconnaître le phronimos, le prudent. Et Aristote donne cet exemple de Périclès. Périclès, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est cet immense chef d'État. Il a donné son nom au siècle d'or grec, à qui nous devons la démocratie, la rhétorique, la philosophie, le théâtre, la tragédie. Donc, toutes ces grandes choses nous viennent de cette période brillante, éblouissante, qui est le siècle de Périclès. Et donc cet immense chef d'État, eh bien, on pourrait le comparer à De Gaulle. On peut ne pas être de la même obédience que De Gaulle, mais néanmoins, il a réussi quelque chose qui était d'unir les Français. On pourrait aussi penser à Churchill pour un Anglais, Roosevelt pour un Américain, ça pourrait être Bismarck pour un Allemand. Tous ces grands hommes qui ont été capables à un moment donné de domestiquer la fortune et ses coups du sort d'une manière éblouissante. Justement, je voudrais vous montrer un grand homme aujourd'hui, enfin, ce qu'on considère aujourd'hui comme un acteur majeur du monde, c'est Elon Musk, qui lui ambitionne justement d'aller conquérir Mars avec ses fusées et de prendre énormément de risques, puisqu'il assume
faire des tentatives, d'échouer, de recommencer, de prendre des risques, etc. C'est un peu la figure de l'entrepreneur, et presque la figure du fou même, parce que c'est l'homme qui risque tout de façon complètement désordonnée. Quel regard vous portez sur Elon Musk et sur sa volonté d'aller sur Mars? Est-ce que c'est pour vous, on est dans la phronésis ou dans l'hubris? Mais pour moi, c'est tout à fait l'hubris qui est donc le contraire de la phronésis, puisque la phronésis est une excellence qui est une moyenne entre la témérité et la lâcheté. Chez Aristote, on a toujours cette triangulation des vertus, avec un sommet qui est une moyenne, mais qui n'est pas une médiocrité, c'est une excellence. Et il faut se remémorer, peut-être penser à la figure de l'alpiniste juché sur sa ligne de crête. Il fait un faux pas et ça y est, l'excellence est manquée. Donc il est comme ça dans une posture excellente. Ici, il me semble trop facile de dire la planète est fichue, on va coloniser Mars. Je pense que c'est l'idée de son projet. C'est beaucoup plus difficile de se lancer dans la conservation de ce qui se maintient, de ce qui reste, de ce qu'on a, et créer des plans sur la comète me semble là la définition même de l'hubris. On est très loin de la juste mesure qui est cette clé de la philosophie grecque quelque part. Et il s'agit finalement de respecter cette injonction grecque du « connais-toi toi-même », dont on a fait aujourd'hui un slogan de développement personnel pour aller vite. Mais en fait, « connais-toi toi-même », c'est « connais ta finitude ». Connais ta finitude d'humain, tes limites. Oui. Tes limites. Eh bien, il s'agit de faire comme Ulysse. Ulysse, qui est un exemple de phronimos magnifique, de prudence. Et Ulysse, c'est vrai qu'il a cette curiosité fertile, il va voir. Il a cette curiosité, ce qui fonde il ne veut pas partir au début. Il fait semblant d'être fou pour ne pas embarquer pour 3. Alors, c'est vrai, parce que c'est un pacifiste. Il est pacifiste. dans ce... Bien sûr, mais parce que c'est un pacifiste. Il ne veut pas s'engager dans la guerre. Et en fait, si on pense que la phronésis, comme le dit Aristote, c'est vouloir le bien pour soi-même et pour les siens, eh bien, il semble raisonnable de ne pas vouloir partir à la guerre. Mais Ulysse, il va finalement, et il fait l'expérience d'erreur. On parlait de la jeunesse et de cette peur de la douleur, je pense. C'est finalement par l'erreur et la douleur qu'on apprend aussi. Ulysse n'arrête pas de faire naufrage. Il dit toujours « Hélas, en quelle terre ai-je encore échoué ?» Mais c'est par ces erreurs qu'on apprend, sinon on ne serait que des imbéciles heureux si on ne connaît pas. C'est aussi par la douleur que vient la connaissance, dit Échille. Voilà. Pascal Bruckner, est-ce que vous êtes plus team Elon Musk ou team Ulysse Non, alors Elon Musk, c'est un génie entrepreneurial, mais c'est un clown politique. Et c'est ça. Il a voulu appliquer à la politique les méthodes de management qu'il a utilisées pour SpaceX et pour Tesla, et ça n'a pas marché. Mais tout cela s'inscrit dans une philosophie américaine qui, à la différence de l'Europe, est mue par l'esprit d'exploration. Et c'est ça que nous avons perdu en Europe. Pourquoi les Américains inventent-ils toutes les nouveautés depuis un siècle ? Alors c'est vrai que les Européens les ont beaucoup aidés, puisque les savants allemands persécutés par le Troisième Reich sont partis aux États-Unis, parce qu'ils sont mus par l'esprit d'exploration, et nous sommes mus par l'esprit de précaution, ou même de rétractation. Et alors c'est bien de connaître ses limites, mais on les connaît pour mieux les transgresser. Moi, je connaissais mes limites très tôt, j'en avais énormément, je n'avais que des limites, et tout le sel de la vie a consisté à les franchir, et finalement à élargir un peu mon domaine de compétences. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, surtout après le Covid, il y a un combat qui est présent dans les familles, dans l'éducation et dans la société, entre le modèle de l'homme rabougri, c'est justement celui qui reste chez lui dans ses pantoufles, et de l'homme élargi. Eh bien, nous donnons à nos enfants les bases essentielles de l'éducation, des disciplines, mais c'est aussi pour les pousser aussi vers le grand large. Et difficile de mépriser complètement le grand large. Alors, aller sur Mars, c'est sans doute utopique, puisque la vie sur Mars est très précaire. Mais la grandeur de l'humanité, c'est aussi de défier les dieux. Et en ce sens, toutes ces inventions un peu inquiétantes qui nous arrivent d'outre-Atlantique,
elles sont reprises dans le monde entier et la France aurait tort de se rester à l'écart de la course. Il faut être dans la course, de toute façon, nous ne pourrons pas y échapper. Sinon, nous serons relégués dans les marges de l'histoire. Donc, que nous le voulions ou non, nous sommes embarqués, comme pour reprendre un mot célèbre, et nous devons y aller. Cela n'empêche pas de réfléchir. Catherine Van Oefelen, je vous laisse peut-être le mot de la fin sur cette... Est-ce qu'il n'y a pas au cœur de l'homme, finalement, une double postulation, à la fois un besoin de transgresser, d'être comme Icare, de voler vers le soleil, quitte à se brûler les ailes, et de l'autre, peut-être un désir peut-être plus tempéré, de foyer, comme Ulysse d'ailleurs, qui veut rentrer chez lui, qui veut retrouver sa maison, qui veut retrouver sa famille, qui veut quelque part une vie plus tranquille. Oui. C'est son aspiration. Donc est-ce qu'on n'est pas déchiré entre les deux en permanence? Oui, il est aventurier malgré lui et casanier par vocation, disait Jean Kelevitch. C'est vrai qu'il y a toujours cette ambivalence de l'homme et rien n'est simple. Hein. L'homme est un être bigarré. Mais il est vrai que la nature de l'homme, c'est de contredire la nature, quelque part. Mais en fait, je crois que c'est Cicéron qui a le mieux résumé la mission de l'homme, qui est de conserver et d'accroître. Il parlait de conservatio et amplificatio, qui est en fait de vouloir veiller à ce qui est, et ensuite aussi de faire des progrès, d'innover, de construire. Hein, il faut sauvegarder les remparts, préserver l'état de la ruine, mais aussi vouloir construire une citadelle plus haute et plus fière. Hein, et donc, c'est ces deux choses qui ne sont pas contradictoires, à mon sens, et qui peuvent être menées ensemble. Écoutez, merci pour cette conversation passionnante. On verra ceux qui nous suivent, s'ils se sentent plus Ulysse ou Icare ou Oblomov. Quelles sont les options que nous avons balayées ce soir? Merci à tous d'avoir suivi le Club Le Figaro ID. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner en podcast, notamment au Club Le Figaro ID, à partager autour de vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Le Figaro TV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mes invités seront Nicolas Pouvreau-Monti, président de l'Observatoire de l'immigration, et Hervé Lebras, démographe. On parlera d'une question qui, elle aussi, fait débat en France, la question de l'immigration. Est-ce que nous sommes face à un défi migratoire sans précédent? On en discutera la semaine prochaine. D'ici là, très bonne soirée, très belle semaine à tous.